Devrais-je déjà vous souhaiter bonne année 2018? Peut-être oui. Bonjour. Merci d'être encore des nôtres ce matin. Nous sommes jeudi. C'est la 4e édition de la semaine donc de la revue des Grandes Unes avec nos invités déjà sur ce plateau qui vont commenter et analyser l'actualité telle que traitée par la presse. Malheureusement, nous avons que la nouvelle expression qui parle de l'affaire rocambolesque Nganan libéré et chassé du Cameroun hier. C'est le grand titre du journal. Et tout cela également contenu dans ce numéro. Le même journal parle également des ordinateurs chinois. Mauvais coup d'envoi du ministre de l'Enseignement supérieur. À lire également en page 10 du journal. On parle ici de la loi des finances 2018. Vive inquiétude des fiscalistes. C'est en page 7. Et en même temps, on s'intéresse à l'opération Épervier. Donc avec l'ONU qui demande donc la libération de Zogo Andela. En page 8 de ce journal également. Sur ce plateau, Camille Nélé, bonjour. Flavien Valonongo, bonjour. Non, nous ne sommes pas vendredi encore. Flavien Valonongo, c'est pour ça que j'ai dit Flavien. Bonjour Flavien Valonongo, bonjour Guy et Hervé Fongan. Bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision, mais avant de vous rendre la parole, je dois vous dire que j'ai suivi avec beaucoup d'attention cette espèce de polémique qui est allumée depuis quelques jours dans les journaux sur la richesse insolente des douaniers. Et évidemment, c'est vrai qu'ils sont riches, les douaniers. C'est vrai que leur richesse est même insolente, elle est même à crever les yeux. Mais ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que les douaniers n'ont pas forcément besoin de voler pour être riches. Il existe des textes, aussi bien au niveau des douanes, au niveau des impôts, au niveau du trésor, qui font que il suffit de quelques bons recouvrements pour que les répercussions partent du directeur des douanes jusqu'au chef des services régionaux. C'est pour ça que le ministre des Finances est l'un des hommes les plus riches de ce pays, tranquillement, parce que les commissions qu'il assure, les recettes obtenues, il y a une bonne partie qui vont chez le ministre et parfois c'est des centaines de millions chaque année. Pareil pour le directeur du Trésor, pareil pour le directeur des impôts, pareil pour le directeur des douanes. Les gens le savent et les gens savent très bien que on s'est dit que c'est pour éviter que ces gens ne soient tentés de détourner de l'argent ou de racketter les gens. C'est pour ça qu'on leur donne ces avantages qui sont en réalité indus. Il est inadmissible qu'un ministre des Finances puisse se retrouver avec 300, 400, 500 millions par an en dehors, en marge de son salaire, tout simplement parce qu'on a réussi à recouvrir les impôts ont réussi à recouvrir beaucoup d'argent. Que un directeur de douane obtienne des centaines de millions de francs par an, ça c'est des choses vraies. Allez les vérifier. Alors ne dites pas que les douaniers sont riches. Ce sont vos propres textes qui leur donnent la possibilité d'être riches et de manière si insolente. Alors, jusqu'au petit niveau en tout cas. Jusqu'au petit niveau. Quelqu'un qui ne gagne peut-être pas 200 000, qui se retrouve avec autant de fortune, tel que les plus petits niveaux, ça fait quand même problème aussi. Les plus petits niveaux, c'est au niveau des raquettes. Mais les niveaux moyens, des niveaux moyens jusqu'au grand niveau, jusqu'au directeur ou au ministre des Finances, non, c'est les recouvrements. Et ces recouvrements sont parfois faramineux et les commissions faramineuses. Ça, c'est vrai. Guy Fongan, bonjour. Bonjour Flavien et bonjour doyen. Vous réagissez? À qui j'adresse mes vœux les meilleurs pour la nouvelle année qui commence. Non, je vais te dire que c'est tout à fait compréhensible. On ne va pas foncer porte ouverte. Ce n'est pas un secret si les douanes et les normes font arriver beaucoup de jeunes Camerounais. C'est un des rares endroits où on peut rapidement s'enrichir et narguer les gens au quartier. Donc c'est tellement évident qu'on ne va pas polémiquer abondamment. C'est la raison pour laquelle on devrait se battre pour entrer à l'ENAM. C'est pour ça que c'est des concours très courus, c'est des concours très sélects. Une fois qu'on est douanier, on peut commencer à faire des projets à court terme. À très court terme et à être crédible partout où on va, parce que le concours de la douane, c'est valable également pour l'ENAM. Donc je veux dire que c'est une vérité de la palisse que de le dire que c'est des concours très précis, très courus, parce que là-bas, l'enrichissement illicite et flagrant aux yeux de tout le monde. Donc, alors, le rapport de la CONAC les accable quand même, je parle de la douane à ce niveau-là. La douane qui est considérée comme étant le fief de la corruption. Oui, je suis de ceux qui avaient estimé, avec beaucoup de naïveté, qu'avec Sidonia, le système Sidonia, on devrait un tout petit peu, j'allais dire, réduire les risques et assainir le secteur douanier et qu'on devait davantage filtrer. Mais quand on a un rapport récent comme celui-ci qui remet encore au bout du jour le problème. Le rapport date de quelle année? De la porosité. 2016, bien entendu. 2016. La porosité au niveau des douanes, ça veut dire qu'on n'est pas encore vraiment sorti de l'auberge. Et que, quoi qu'on dise, le secteur douanier qu'on va continuer à brasser
beaucoup d'argent, hélas, ils vont continuer à s'enrichir de manière grossière et flagrante. C'est peut-être aussi une des raisons principales, parce que dans ce pays, on a atteint ce que j'ai appelé une sorte d'aristocratie de la nonchalance, où on ne sanctionne personne, où on ne fait rien. Si simplement on appliquait nos propres textes, on pourrait réaliser que les gens ne pourraient pas s'enrichir aussi dangereusement et qu'ils ne soient pas interpellés. Sinon, l'article 66 de la Constitution n'a même pas besoin, on n'a pas besoin de sortir de Harvard ou de HSE, il suffit simplement de voir le salaire d'un douanier et de comptabiliser les biens qu'il a autour de lui pour savoir qu'il y a un problème au niveau de ses revenus. Oui. Donc, et c'est entretenu, c'est sûr de tout le monde, mais on laisse prospérer. D'accord. Alors, intéressant dans ce que la presse... oui, mais avant d'y aller, je voudrais revenir un peu sur ce rapport. C'est un rapport de 2016 de la CONAC. Oui. Et je dois vous rappeler que la CONAC, quand on l'a créé, on pensait que ça allait être un instrument extraordinaire pour mettre fin à la corruption et tout cela. Il n'en est rien du tout. Nous sommes en fin 2017, nous sommes en train d'aller en 2018. La CONAC, nous sommes un rapport qui date de 2016. Ça veut dire, on se demande comment ces gens travaillent. Il y a eu le temps de compiler, de voir, de rassembler. Que ce soit la CONAC, que ce soit la NIF, que ce soit le contrôle supérieur d'État. Tous ces organismes que l'on nous dit institués pour lutter contre la corruption, aucun de ces organismes ne sanctionne. Aucun de ces organismes ne peut poser un acte de répression. Ils sortent des rapports, on nous balance des milliards qui sont volés, et rien, il n'y a rien du tout. On attend le prochain rapport en 2018, en 2019. Mais attendez, à quoi ça sert? À quoi sert la CONAC? À quoi sert la NIF? À quoi sert le Consup? On peut bien se poser cette question et se poser à quoi sert cette Cour des comptes la Cour des comptes aussi fait exactement la même chose. La CONAC dénonce quand même. La CONAC dénonce maintenant. Il reste à ceux qui ont le droit, la possibilité de pouvoir traquer ce qui... Elle dénonce 2 ou 3 ans plus tard. Entre temps, il y en a qui sont déjà allés à la retraite, il y en a qui sont morts, il y en a qui ont eu le temps d'aller s'installer à l'étranger et elle dénonce et on passe à autre chose. En réalité, ça ne sert à rien. C'est de gros noms. C'est des structures budgétivores pour rien qui ne font rien que dénoncer. Dénoncer. Ah bon? En tout cas, merci. Alors, le débat se poursuit sans doute au quartier. Allez, je vous donne la possibilité également de commenter quelques sujets proposés par la Nouvelle Expression, puisque c'est le seul journal que nous avons ce matin. On parle de l'affaire rocambolesque de Ngana, donc Ngana libéré et chassé du Cameroun, comme un malpropre, puisque son conseil le révèle également. Je ne vais pas dire qu'on lui s'est remarqué c'est un délinquant. Je ne le dirai pas. Lui, il a dit. Oui, c'est vrai que le ministre a dit que c'était un délinquant, mais au regard des preuves des faits, on peut donner raison au ministre Tiroma, parce que pour avoir un champ lexical aussi ordurier et descendre tout le temps dans la gado, etc., on peut très bien avoir le sentiment qu'on est en face de ça. Est-ce qu'à ce niveau-là, ils sont différents? Les attitudes, non, dire de quelqu'un qu'il est un bandit, ça ne fait pas de vous un bandit. Je veux dire que dire de quelqu'un qu'il ça ne fait pas de vous un bandit. Si vous dites quelqu'un qui est bandit, non, pas du tout. Non, vous ne pouvez pas dire que le ministre n'est pas différent de ce monsieur-là, ça ne fait pas sérieux. Non, mais je pense simplement que, je pense qu'on a mal attaqué le problème. On a mal attaqué le problème parce que les gens qui devraient être interpellés, à mon sens, c'est ceux qui ont arrêté Patrice Nganon, qui est en train de rentrer visiblement chez lui. Et on lui a fait une publicité inutile qui ne nous sert à rien du tout. On aurait laissé le président... Patrice Nganon repartir, que rien ne serait passé. Il aurait fait ses allées et venues comme d'habitude. Il serait resté sur Facebook, continuer à faire son agitation virtuelle, que rien ne serait arrivé. Je pense pour moi, les vrais coupables et les vrais responsables sont ceux qui l'ont interpellé. Ils ne devraient pas, parce que en quoi est-ce que Patrice Nganon est une menace? Ils ont contribué à attiser une mauvaise publicité sur le Cameroun qui n'était pas nécessaire, qui était totalement inopportune. Parce que quand vous regardez les différentes prises de position de Patrice Nganon depuis au moins 1-2 ans, c'est quand même assez grossier. Je veux dire qu'il a préfet cause pour l'ambazoniste assez récurrent, avec un champ lexical assez violent. Il a prôné pendant longtemps la sécession, etc. Il ne s'en cachait pas. Il s'attaque de manière assez brutale à l'intimité d'une première dame. C'est au vu de tout le monde, il n'a que les autorités. Donc je veux dire qu'on peut très bien être opposant au régime, mais je pense on peut le faire plus galamment, comme les Hachine Bembe, sans descendre autant dans la gadoue. Maintenant, j'entends la fausse polémique sur la double nationalité, etc. Oui, c'est vrai,
ne me faites pas dire que beaucoup de nos ministres ont la double nationalité, mais au moins ceux-là, je veux dire qu'ils ne l'exhibent pas, ils ne l'affichent pas, ils ne la brandissent pas. Et donc, je veux dire, à mon sens, je veux dire que c'est plutôt un... Oui, si, il le faisait aux yeux de tout le monde. Quand il revient ici, il va faire des photos devant les forces de l'ordre, dit comment il est puissant, comment on peut rien, comment Cameroun... Bref, je veux dire qu'on lui a rendu service, en fait. Moi, ce qui me gêne dans cette affaire, c'est qu'au finish, parce que quand vous suivez le déroulé des faits depuis plusieurs mois, il ne revêt que de cette arrestation. Il n'arrivait que de ça. Et donc, on leur a rendu service. Et ceux qui ont aidé à partir de Ghana à rendre son rêve possible doivent être interpellés parce que c'est une théorie du complot. Il y a un complot contre le Cameroun qui n'avait pas besoin à ce moment précis. Alors, Camille, lorsque vous parcourez la nouvelle expression, c'est pratiquement un mini dossier. Son conseil estime que c'est une mauvaise manière de le chasser de son propre pays. En tout cas, on parle de Patrice Ngana à ce niveau-là. Avant que son conseil ne parle, il y a d'abord les images de son expulsion de la prison de Konegui qui sont en train de faire le tour du monde et qui font une publicité pas particulièrement réjouissante du Cameroun. Et de deux, moi je pense que l'affaire Ngana, nous l'avons dit de façon récurrente ici. Et d'ailleurs, jeudi dernier, Hervé Fonga et moi, nous disions que c'était une arrestation inutile, contre-productive et qui rend service en Ghana et donne du grain à moudre à tous ceux qui présentent le Cameroun comme un pays du régime Biya, comme un régime ubuesque. Et ce qu'on a vu justement hier, ça relève du but. Cette sortie où on sort un prisonnier par la force, et c'est une structure antiterroriste qui vient de sortir par la force, le mettre dans un véhicule par la force, des gens cagoulés armés jusque-dedans, pour le jeter dans le premier avion, c'est tout simplement ubuesque. Mais ma conclusion, c'est que c'est beaucoup plus, ça me laisse plutôt l'image du serpent venimeux de la justice camerounaise qui se mord la queue. Elle se mord la queue. Vous avez vu ici Maître Arissou qui a fait 3 ans de prison, qui a été libéré, mais il a fallu plus d'un an, plus d'une semaine pour qu'il sorte. Vous avez vu ici le même Maître Arissou qui avait été condamné pour sécession, atteinte à la sécurité intérieure, outrage du chef de l'État, et qui au bout de 3 ans n'a été relaxé que pour complicité de tentative d'outrage du chef de l'État. On invente tout et n'importe quoi. La justice camerounaise démontre qu'elle n'est pas libre, c'est une justice aux ordres. Patrice Ngana est sorti de la prison alors qu'il y avait une audience qui était prévue en janvier. Qui l'a fait sortir? Ce n'est certainement pas le ministre de la Justice qui n'a jamais pris de décision relevant de sa seule et propre volonté. Alors, certainement, son passeport camerounais a été confisqué, selon le journal. Il a été confisqué, il avait 2 passeports. Bon, maintenant, on peut se dire ceci. Quand on regarde la manière par laquelle il a été expulsé de la prison, expulsé du Cameroun, on peut penser peut-être que c'est un délit lié certainement à la réglementation sur l'immigration, parce qu'il a 2 passeports, on lui confisque le passeport camerounais, on le laisse repartir avec le passeport américain, on le chasse. Mais moi je dis que c'est le mauvais fonctionnement de cette personne qui, croyant faire plaisir au chef de l'État, par un zèle extrême, font n'importe quoi, comme l'a dit Hervé Fonga. Moi je souhaiterais que les personnes qui ont imaginé, réalisé et emballer l'affaire Ngana jusqu'à le mettre en prison doivent être sévèrement sanctionnés. Il croyait faire plaisir au chef de l'État. Il pensait lui dire que toute la personne qui s'attaque à toi, nous on va s'occuper de lui. Mais on a finalement vu que Ngana, ça lui a rendu service. Ngana voulait se faire arrêter, il a été arrêté. Et maintenant l'autre chose, c'est qu'il va sortir maintenant, il va commencer à raconter comment on vit dans les prisons de Konegui, comment sont les prisonniers, comment sont les prisonniers de luxe et tout. Il va aller raconter tout et n'importe quoi. Le seul endroit où il fallait pas l'envoyer, mais il a vécu tout ça quand même. Mais en direct, il a vécu tout ça. Et alors, moi, je pense que ce n'est pas un service. Il va peut-être écrire un prochain roman, Kachim Bembe va corriger. Absolument. Alors, c'est un dénouement qui choque davantage. Ça, c'est ce que le journal nous apprend. Et là, ce sont ceux qui l'ont accompagné, en tout cas, l'ont soutenu durant son séjour en prison. Ces activistes qui estiment que rien ne s'arrête à ce niveau et ça se poursuit. Oui, non, mais je pense qu'il faut que les gens qui ont 2 passeports arrêtent de narguer ceux qui ont pris le risque de rester au Cameroun et qui n'ont qu'une seule nationalité. Il y a un célèbre artiste camerounais qui vit aux États-Unis, qui vient régulièrement, qui était souvent venu sur une époque, et qui a refusé de payer, qui s'est énervé parce qu'il paye les frais de visa alors qu'il a un passeport américain. Je veux dire, donc il faut qu'ils arrêtent. Si, il y en a qui trichent, on le sait, on sait qu'ils ont 2 passeports, mais au moins ils viennent avec le passeport camerounais ici. Mais vous ne pouvez pas venir avec un passeport américain et estimer que parce que vous vous appelez un tel,
on vous laisse passer parce que vous vous appelez tel. Non, non, il faut, et c'est cette attitude qu'on laisse souvent prospérer, qui laisse croire qu'il y a des nationalités qui sont supérieures aux autres nationalités. Et puis c'est une insulte vis-à-vis de nos autorités qui ne veulent que faire leur travail. Le dénouement dont on parle, je veux dire que c'était de bonne guerre qui soit expulsé comme ça, nos militaires, et moi ça ne me choque pas plus que ça. Ce qu'on ne dit peut-être pas assez dans cette expulsion-là, ce qu'il faut quand même, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, et il faut quand même saluer la magnanimité du président de la République. Il aurait pu ne rien dire et que... Est-ce qu'il n'a pas reçu les pressions non, je ne crois pas. Quel type de pression pour quel type d'individu? Non, il faut arrêter. Je veux dire que le président de la République, si tu n'as pas pu céder à la pression de François Hollande qui lui a dit en face à face de lui, vous vous souvenez de la fameuse affaire des Youm? Ce n'est pas pour Patrice Talon que le président devrait... Mais elle a finalement été... devrait s'émouvoir. Donc il n'y a pas... Elle a été relaxée 2 semaines plus tard. Il faut quand même avoir raison. Non, il faut dire que on aurait pu attendre le 15 janvier on aurait pu attendre le 15 janvier comme c'était initialement prévu, mais le président, comme il n'est pas autiste, il a fait le profil de hauteur et de grandeur. C'est davantage ce que je retiens dans ce dénouement-là. C'est la grandeur d'esprit du président qui a estimé que on a fait une tapette dans un verre de inutile et que il fallait laisser ce monsieur aller continuer à haranguer les gens virtuellement sur Internet, comme il sait très bien le faire. Ça ne va pas plus loin que ça. Alors, donc le dossier du film, cette grandeur d'esprit-là, le film d'une expulsion hollywoodienne du Cameroun de Patrick Talon, donc dans le journal La Nouvelle Expression, avec la réaction de son avocat, Maître Emmanuel Sim, qui estime que c'est vrai, le plus chef de l'État a pris une bonne décision, c'est-à-dire celle de libérer Patrick Talon, et aussi, même s'il regrette le fait que son passeport ait été donc retenu. Ce qui veut dire, à traduction, le judiciaire est inférieur à l'exécutif. Il suffit que l'exécutif donne l'ordre et le judiciaire s'exécute, même s'il y a une procédure qui en marche. Non, un avocat, c'est quand même assez grave. Hein. Qu'un avocat puisse s'émouvoir du fait qu'on est retenu, alors que la loi qu'il est censé connaître mieux que nous tous l'interdit. Il s'agit de son client. Qui l'interdit. Il est le premier à s'émouvoir de ce que... Il défend son client de toute façon. Alors, le dossier... C'est surréaliste, je ne comprends pas. Le dossier est dans La Nouvelle Expression, de la page 2 à la page 3. Vous allez davantage lire, Guy Hervé, ce dossier-là. Alors, un autre sujet qui suscite aussi des commentaires, et c'est bien entendu la question des ordinateurs, du don des ordinateurs du chef de l'État aux étudiants. Et là, Famé Ndongo estime que le président de la République a toujours été un Père Noël. Pour les étudiants et étudiantes. Donc c'est un cadeau de Noël qu'il a offert donc à ses étudiants. Alors, vous avez les formules surréalistes du professeur Famé Ndongo qui est dans son projet qu'il couvre depuis 3 ans. On n'a rien à dire. Mais moi, je continue à dire, je le dirai jusqu'au bout. Cette affaire d'ordinateur, on va voir jusqu'où elle va se terminer. D'abord, je ne sais pas pourquoi on continue à les appeler les ordinateurs chinois. Ce sont les ordinateurs Podbia. Là, on marque c'est PB. Alors, mais le ministre Famé Ndongo, qui vient de distribuer enfin ces ordinateurs, en disant aux étudiants que c'est le cadeau de Noël du président de la République. Ceux qui vont les recevoir en jouant, ce sera toujours le cadeau de Père Noël. On peut se poser la question. Mais ce que je continue à dire, que dans un pays pauvre, très endetté et embêté par sa mauvaise gouvernance, on ne peut pas présenter comme un cadeau une dette de 75 milliards que l'on prend, que ces étudiants vont payer dans 20 ans, pendant 20 ans, pour dire qu'on vous fait cadeau. On vous fait cadeau d'une dette. Les étudiants ont-ils besoin d'un ordinateur? Moi, je ne pense pas. Et moi, j'attends le président de la République dans son discours de fin de l'année. S'il évoque ces ordinateurs chinois, ça veut dire que c'est lui qui donne la bénédiction de Famé Ndongo. C'est que c'est lui qui a pris cette dette, qui a condamné cette dette que ses enfants devront payer pendant 20 ans. Et moi, je pense qu'on va voir jusqu'à va se terminer. Mais cette affaire-là, je vous le dis, elle aura des répercussions parce que c'est une grosse escroquerie. Alors, Jean-Famé Ndongo, dans une interview qu'il a accordée donc à La Nouvelle Expression, estime que ce n'est pas, en tout cas les 75 milliards de francs CFA ne sont pas que destinés aux ordinateurs. Il va y avoir la construction de structures au niveau des universités également, dans la plupart des universités. Donc, les 75 millions de francs CFA n'étaient pas que destinés aux ordinateurs. Même si aujourd'hui, ces ordinateurs sont analysés et expliqués par des experts en la matière, c'est-à-dire des grands des spécialistes qui maîtrisent notamment la question de l'outil informatique aujourd'hui, estiment que ce sont des jouets apparemment.
Non, mais je pense que, bon, peut-être avant de réagir à ça, il faut peut-être recadrer les choses en indiquant au doyen qu'un cadeau reste un cadeau au sens originel du terme. Même si vous admettez la personne à qui vous l'offrez. On peut s'endetter pour offrir un cadeau à son fils. Ce n'est pas, je veux dire que c'est pas... On n'endette pas son fils. On peut s'endetter pour offrir un cadeau à son fils. On n'endette pas son fils, Gervais. Et ça n'enlève rien au fait que vous avez offert un cadeau. D'ailleurs, cette fin d'année, beaucoup de parents se sont endettés pour offrir des cadeaux à leurs enfants. Donc c'est pas... On ne va pas leur faire un procès pour ça. C'est l'enfant qui va payer la dette. Quand il veut faire plaisir à leur... c'est l'enfant qui payera la dette. C'est tout à fait compréhensible de ce point de vue-là. Mais par contre, et le ministre a raison quand il parle des bienfaits collatéraux qui devaient graviter autour de ce cadeau du Père Noël qui est le président de la République. Mais je pense qu'on aurait pu faire mieux. Pour être un temps soit pas objectif, parce que parce que quand vous parlez de jeu de 28 gigas à 300 000 francs, ça fait quand même, ça laisse quand même à désirer, parce que moi j'ai un téléphone qui a 62 gigas de mémoire interne. Alors quand je pense qu'on offre aux étudiants un téléphone de 28 gigas et le système d'exploitation à lui seul occupe presque la moitié, plus de 15 gigas, ça veut dire qu'en théorie, l'étudiant va l'utiliser à peine à moins de 10 gigas. Je veux dire que ça ne va pas lui servir à grand chose. Et donc je pense qu'on aurait pu faire mieux en termes de technologie. Alors soit les gens qui ont acheté ces ordinateurs n'étaient pas suffisamment renseignés et se sont fait flouer, ou alors ils étaient de mauvaise foi. Parce qu'avec 300 000 aujourd'hui, on a quand même des laptops de 28 gigas avec une mémoire de 2 gigas de RAM. Je suis en train de vous dire que j'ai un téléphone qui a 62 gigas de mémoire interne avec 6 gigas de RAM. Si on peut faire un étudiant ce type de gadget là, moi ça. Alors il a coûté 300 000 aussi. On aurait non, le téléphone coûte 300 000. Donc on aurait pu faire mieux en termes de aujourd'hui. Et vous savez, la société dans laquelle nous on vit évolue en se complexifiant et les besoins de celles-ci suivent à peu près la même tendance. Aujourd'hui, les étudiants sont plus informés, donc ils sont plus exigeants. Donc, si c'est vraiment 300 000 qu'on a déboursé, je pense qu'on aurait pu trouver mieux en termes d'outils. Mais là, je pense qu'on est... donc là, on a fauté. Oui, Camille, nous allons sortir de l'émission. J'adore l'agilité intellectuelle de Guy Hervé Fonga. C'est-à-dire que c'est un garçon qui démontre sa grande intelligence et surtout sa formidable agilité intellectuelle. Il reconnaît qu'on aurait pu donner mieux. Il reconnaît que c'est vraiment des jouets. Ce prix, la 300 000, à ce prix, c'est des jouets. Bon, mais seulement quand il dit qu'un père peut s'endetter pour aller offrir un cadeau à son fils. Seulement, attendez, Guy Hervé Fonga. C'est le fils qui va payer la dette. Un père ne peut pas s'endetter, prendre une dette qui court sur 20 ans, alors que lui-même a déjà presque 100 ans. Et lui, c'est que dans 20 ans, il ne sera pas là et le fils va payer. Non, attendez, Guy Hervé, soyons sérieux. Soyons sérieux. Un père n'offre pas un cadeau en endettant son fils. Parce qu'il ne s'est pas endetté, il a endetté son fils. C'est à ce niveau que se trouve le problème. C'est à ce niveau que moi, je me pose des questions sur la réelle motivation du professeur Famé Ndongo à faire croire que c'est le chef d'État, parce que, à ma connaissance, c'est le respect de la parole donnée. Le chef de l'État n'a pas promis le chef de l'État dans aucun discours n'a promis des ordinateurs. C'est le professeur Famé Ndongo qui a dit que le chef de l'État va offrir un cadeau. Le chef de l'État n'a pas encore promis. Moi, j'ai pas entendu. Et je ne sais pas, je vous mets au défi de me dire le jour où le chef de l'État a entendu. Et c'est pour ça que je dis que j'attends le discours du chef de l'État. On n'a pas payé ça de sa poche. J'attends le discours. Il y a tellement de gens qui disent les choses au nom du chef de l'État, qui posent des actes en disant que c'est sur autres institutions de chef de l'État, alors qu'ils l'ont fait d'eux-mêmes. C'est pour ça que je dis qu'attendons le discours de fin d'année du président de la République pour voir s'il va parler de ce cadeau de Noël, de ce cadeau dette. Voilà. Alors, c'est un autre dossier que je vous invite à lire dans le journal La Nouvelle Expression, en page 10 de ce matin. Alors, on va dire un mot sur les travaux publics avec Nganou Dumessi qui revient sur le fait, on observe que les travaux de la route Yaoundé à Yos ne sont pas, en tout cas aujourd'hui, en état parce qu'il y a eu un blocus, il n'y a pas d'indemnisation pour les populations qui ont bloqué le chantier, carrément. Mais pourquoi seulement Yaoundé à Yos? Et pourquoi ne pas parler des autres grands axes routiers? Pourquoi ne pas parler, par exemple, de l'axe Maroua-Kousseri, qui est un axe économique, un axe extraordinaire. Qui est d'ailleurs un vrai alors, pourquoi nous sortir un axe de seconde zone qui n'a vraiment aucun impact ni sur l'économie, ni sur la vie des populations? Je dis Maroua-Kousseri.
270 km, on les fait en 10 heures. C'est-à-dire qu'une personne a le temps d'aller, de faire Douala-Paris aller-retour et de revenir encore. Non, c'est incroyable. Le ministre Nganou Djomessi ne peut pas nous parler de la petite route d'Ayos, alors que l'axe routier Douala-Yaoundé, aujourd'hui, en l'état, on le fait en 6 heures. Douala-Yaoundé, actuellement, essayez d'aller à Yaoundé, vous allez faire 6 heures. Pourquoi? Mais pourquoi donc nous parler de cet axe-là alors qu'il y a des priorités? Regardez la route qui mène vers l'ouest, regardez les routes de l'est. Pourquoi nous parler de ce petit axe de rien du tout en nous disant qu'on n'arrive pas à indemniser? Est-ce qu'on a, pourquoi ne parle-t-il pas du fameux projet de l'autoroute Douala-Yaoundé? Donc moi je pense que ces ministres-là qui sont à la tête de grands ministères, qui s'occupent de grandes préoccupations sociales, doivent regarder d'abord les priorités. Je vais peut-être faire une digression en parlant de l'énergie, avec le Cameroun qui continue à être alimenté, l'électricité qui continue à être alimentée au Cameroun par des poteaux en bois qui appartiennent à une seule personne. Donc vous savez, vraiment, on n'est pas sorti de... Alors bien, en 30 secondes, vous dites un mot sur ce sujet. Mengon Sambelima, Nganou Djomessi estime que, enfin, il était en négociation avec les populations qui ont bloqué le chantier, le projet. Oui, ça veut simplement dire qu'aujourd'hui, on a de plus en plus affaire à des populations qui ne se laissent plus cela raconter et qui peuvent de manière énergique revendiquer ce qui leur revient de droit. Parce que ce qu'on a fait à Kribi, quand on construit le pont en eau profonde, ne va pas se refaire sur ce tronçon Yaoundé. Vous rappelez-vous qu'à Kribi, les fonctionnaires ont acheté tous les terrains, ils ont trompé les populations, après ils ont lancé les grands travaux. Aujourd'hui, quand les gens se sont rendus compte que c'était des mines d'or, ils sont retournés, sauf qu'il était trop tard. Aujourd'hui, ça sert d'exemple aux autres qui revendiquent leurs droits. Non, le président, le ministre Nganou Djomessi devrait vraiment s'occuper sur les axes à portée économique pour la nation. Je pense qu'il y a mieux à faire que de faire... Alors, je vous souhaite déjà bonne année 2018, puisque nous ne nous verrons plus sur ce plateau avant cette année-là. Allez, bon retour à vos différentes rédactions. Demain, nous serons là, ce sera la dernière de la semaine. Merci, bonne journée à tous.